Dans ma dernière vidéo, j'ai dit que j'aimerais aborder le sujet de la santé mentale sur ma chaîne. J'arrive aujourd'hui avec un énorme script et beaucoup de courage pour faire une vidéo qui est à la fois très personnelle et probablement beaucoup plus universelle qu'on ne le croit. Bien entendu, on va parler de sujets un petit peu tendax, genre la dépression, le suicide, la psychiatrie, la santé mentale, ça va de soi. Donc voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec ces sujets, je vous conseille une autre vidéo parce que je vais parler de manière relativement crue. Parce que j'en ai un petit peu marre de prendre des pincettes quand il s'agit de ma propre santé mentale. C'est pas parce que je vais mal que j'ai pas le droit de faire des blagues dessus, même si c'est un peu limite, je l'avoue. Moi dans la vie, de manière générale, j'ai énormément de mal à faire des choses. J'ai du mal à assurer tout ce que je dois faire quotidiennement. Et les difficultés, elles se traduisent par de la fatigue intense et beaucoup d'anxiété et pas mal d'autres petites choses qui découlent plus ou moins de l'anxiété également. Parfois, je dois expliquer pourquoi je suis dans cet état-là. Ça m'est arrivé par exemple dans mon ancien travail, quand j'ai dû expliquer pourquoi je ne pouvais pas travailler 10 heures par jour avec seulement 30 minutes de pause. En plus du fait que ce soit pas vraiment légal, j'ai dû expliquer que j'avais une maladie. Mais je me contentais juste de dire que j'avais une maladie et que j'étais malade et je ne donnais pas plus de détails que ça. Déjà parce que ça les regarde pas spécialement. C'est pas anodin que je ne cite pas le nom de ma maladie. Déjà premièrement parce que c'est une maladie qui est relativement peu connue. Et par peu connue, j'entends peu vraiment connue, dans le sens où cette maladie a énormément de connotations négatives, notamment de par sa représentation dans les films, les séries, autres faits divers, et également par abus de langage quotidien. Je sais pas trop comment expliquer ça. Et en plus de ça, si je donne le nom de ma maladie, on va probablement me dire en quoi ça t'empêche de travailler. Je ne comprends pas. C'est vrai, en quoi ça m'empêcherait de travailler alors que tout est dans ma tête et mon corps va relativement bien. Je suis bipolaire. Et vous saisissez un peu la connotation négative du truc. J'ai été diagnostiquée bipolaire de type 2 il y a plus ou moins un an. J'étais dans une phase dépressive qui durait et dont je n'arrivais pas à me dépêtrer. Donc au bout de quasiment 6 mois dans un état dépressif, je suis allée aux urgences. Et de là, j'ai été en hôpital psy et de là, on m'a diagnostiqué une fois que j'ai raconté un petit peu mon parcours de vie. J'en parle plus en détail dans cette vidéo que j'ai faite l'année dernière. Pour les rares personnes qui n'ont jamais entendu parler de la bipolarité c'est une maladie psychique et chronique qui affecte l'humeur, donc on appelle ça également le trouble de l'humeur. En gros, on va alterner entre des épisodes euphoriques, donc des phases hautes, maniaques ou hypomaniaques, et des phases dépressives, donc la dépression. Il y a plusieurs types de bipolarité, il y a plusieurs traitements qui existent, et je pense qu'il y a pas mal de différences entre les vécus d'une personne bipolaire à une autre. Je pense que ça peut varier en fonction de l'âge, en fonction de l'environnement de vie, en fonction de comment tu te sens dans ta vie, genre si t'es entouré ou pas. Ça dépend de pas mal de facteurs. Et peut-être que moi je vais parler de mon parcours et qu'une autre personne bipolaire qui va regarder la vidéo va penser que c'est pas du tout son parcours et ça m'étonnerait même pas en fait parce que on n'a pas les mêmes vécus, quand bien même on a la même maladie, donc voilà, c'est pas très étonnant. Le diagnostic c'est à la fois un soulagement et un énorme fardeau. Soulagement parce que on pose enfin des mots sur nos mots. J'adore la langue française. Et avec un diagnostic, c'est con, mais on se sent validé par un médecin. C'est pas n'importe quoi, c'est pas dans notre tête. Enfin si, en l'occurrence c'est dans ma tête, mais vous avez saisi l'idée. On a plus cette impression de jouer la comédie, même si le terme jouer la comédie n'est absolument pas adéquat dans cette circonstance, étant donné que avoir envie de crever littéralement, ça m'amusait pas trop. On se sent plus légitime, je déteste ce mot, à aller mal, comme si on avait besoin d'une raison pour aller mal. En fait, on prend conscience que si on va mal, c'est contre notre gré. Et ouais, dit comme ça paraît évident, mais c'est pas si simple. Le diagnostic, ça permet aussi d'avoir un traitement adapté à notre maladie. Peu de temps avant de me faire hospitaliser et donc d'avoir mon diagnostic, je suis allée voir mon médecin traitant qui m'a mis sous antidépresseur parce que j'étais dans une énorme dépression, genre dépression bien sévère, bien vénère. Et en fait, il faut savoir que quand on est bipolaire, il faut éviter tout type de traitement, genre les antidépresseurs, parce que ça
ça peut faire basculer d'un extrême à un autre un peu trop rapidement et ça peut être dangereux. Après je sais que dans certains cas, bipolarité et antidépresseurs, ça peut être compatible, mais il faut vraiment bien discuter que le corps médical et voilà, dans le doute, mieux éviter je pense. Et d'ailleurs les antidépresseurs, je sais pas si c'est propre à mon cerveau ou si c'est un truc commun chez les gens qui ont pris des antidépresseurs, mais les 2-3 premiers jours où j'ai pris des antidépresseurs, je n'avais plus aucune pensée, mais genre la petite voix dans ma tête elle ne parlait plus. Quand j'essayais de penser genre ah tiens faudrait que je rachète des céréales, j'entendais pas ma voix qui parlait dans ma tête et c'était extrêmement perturbant. Je n'avais plus aucune musique dans la tête, tout était vide, c'était extrêmement perturbant. Mais ça m'a fait du bien sur le coup, mais au bout d'un moment j'étais là, ouais, revenez. Le traitement que je prends pour la bipolarité, c'est du lithium. Et c'est sujet à pas mal de blagues, un peu de mauvais goût. Genre, une fois j'étais à la caisse du Super U avec mon copain et il y avait des piles à la caisse. Et les piles c'est fait avec du lithium. Et puis il m'a dit haha tiens si jamais t'oublies tes médicaments et dès l'instant où il a dit ça il s'est rendu compte que c'était probablement un des pires trucs à me dire même si avec le recul c'est extrêmement rigolo mais sur le coup j'étais genre alors comment te dire que je t'aime très fort mais ferme ta gueule quoi. Tu crois que c'est drôle? Oui, c'est drôle. Une fois aussi, j'étais dans la voiture avec ma mère sur le parking du Leclerc et j'allais justement à la pharmacie chercher mon lithium. Et je lui dis ah ouais je vais faire une Kurt Cobain parce que y a une chanson de Nirvana qui s'appelle Lithium. Et bon évidemment elle a pris le mauvais côté de Kurt Cobain, c'est-à-dire le suicide et elle a commencé à paniquer, j'étais là ah non 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 pardon c'était une blague, j'ai pas pardon. Donc voilà c'est un peu le malaise. Bon et puis il y a aussi Adrien qui est mort de rire parce que j'ai un pilulier de grand-mère mais bon enfin ça c'est un peu drôle quand même. Le traitement au lithium, il me semble que c'est le traitement qui est le plus répandu pour traiter les troubles de l'humeur. Je sais qu'il existe une autre molécule, moi on m'avait parlé de lithium et de cette autre molécule dont j'oublie à chaque fois le nom, je crois que c'est la kétiapine ou un truc du genre. C'est un truc en pin. C'est pas exactement la même molécule, enfin c'est pas du tout la même molécule même, ça se voit que j'ai un bac L. Mais en gros, la deuxième molécule, elle est surtout utilisée pour les troubles psychotiques. Ça peut marcher sur la bipolarité, mais le lithium c'est vraiment ce qui est le plus répandu. J'ai pas grand chose à dire sur le lithium, à part que il faut beaucoup boire. Quand on a un traitement au lithium. Déjà premièrement parce que le lithium ça affecte les fonctions rénales et qu'il faut bien faire fonctionner ses reins si on veut pas d'ici 30-40 ans se faire enlever un rein. Je vois. Donc si jamais vous avez une mauvaise fonction rénale dès le départ, c'est foutu pour le lithium. Et la deuxième raison pour laquelle il faut beaucoup boire avec le traitement, c'est qu'en gros le lithium, bah, c'est une molécule toxique à trop haute dose dans le corps et que boire permet de réguler le taux de lithium dans le sang. Et en gros, si vous ne buvez pas assez, votre taux de lithium va augmenter et vous risquez une intoxication et de mourir. Donc non seulement il faut boire énormément, mais en plus il faut relativement souvent faire des prises de sang pour vérifier que votre taux de lithium dans le sang n'est pas trop élevé. C'est quand même ironique de prendre un traitement pour réduire les risques de suicide et de risquer de mourir si on ne boit pas trop à cause du même traitement justement. Le traitement qui est censé t'empêcher de crever peut te faire crever si tu ne fais pas attention. Mais comme dirait mon amie Hélène, il vaut mieux manger ses cheveux que ses morts. Autrement dit, il faut mieux prendre un traitement qui est un petit peu risqué et ne pas mourir, plutôt que de ne pas prendre ce traitement risqué et mourir. Après, le traitement médicamenteux, c'est aux personnes malades psychiques ce que seraient des béquilles ou un fauteuil roulant pour une personne handicapée moteur. C'est-à-dire que c'est pas forcément nécessaire dans tous les cas, mais que ça peut soulager. Il y a des personnes bipolaires qui vivent très bien sans traitement. Moi, pour ma part, je me vois pas vivre sans traitement parce que j'ai ressenti trop de différence entre avant traitement et après traitement. Donc je sais que je ne pourrais pas tenir sans le traitement. Après, le problème du traitement, je pense, et c'est également une de ses plus grosses forces, c'est que ça nous enferme dans une sorte de boîte à émotions. Une boîte à émotions où genre on peut pas monter trop haut, on peut pas monter trop bas. Et du coup, soit si on veut monter trop haut, on se cogne la tête, on se fait mal. Et si on veut descendre trop bas dans sa dépression, on n'y arrive pas. Mais du coup, on est quand même dans un état de dépression relativement grave, mais sans envie suicidaire. Et en gros, parfois,
c'est compliqué de s'y retrouver entre ces extrémités là. On n'arrive pas à sortir, on aimerait bien sortir un peu plus haut que nos limites et on n'y arrive pas. Par exemple, là je suis dans un épisode dépressif depuis, je dirais, au moins 1 mois et demi. Je n'arrive pas à m'en sortir. Donc j'ai rendez-vous chez le médecin très bientôt pour lui en parler. Et c'est dur, je me suis surpris à confier à un ami que parfois j'aimerais bien pouvoir descendre plus bas dans la dépression pour une bonne fois pour toutes rebondir et remonter, sauf que je sais bien qu'une bonne fois pour toutes ce n'est pas possible et ça j'en parlerai plus tard dans la vidéo. Avec le traitement, j'ai mis 3 mois à réussir à pleurer des vraies larmes, tellement le traitement fait tout pour que tu sois neutre, comme si tes émotions étaient une petite ligne comme ça, qui ne faisait pas de petites vagues. Je fais très bien les petites vagues. Je peux vous assurer que maintenant je suis réparée au niveau des pleurs. Je peux vous dire que les 4 derniers mois où j'ai eu un travail, il n'y a pas un jour où je n'ai pas pleuré dans les toilettes. Le dicton dit « pleure, tu pisseras moins ». Sauf que, entre toute l'eau que je bois pour ne pas m'empoisonner au lithium, et d'un autre côté, les patients qui meurent, ou les patients qui t'offrent des cadeaux parce que tu leur as accordé le minimum syndical de la sympathie, contrairement aux autres personnes de l'hôpital, bah non mais comment tu veux ne pas pleurer? Je peux vous dire que j'ai pleuré un maximum et que ce dicton est totalement faux, j'ai autant pissé que pleuré. Le diagnostic ça permet aussi d'expliquer ton comportement à tes proches. Ça n'excuse pas tout, mais ça peut faire comprendre comment tu peux te sentir. Genre pourquoi on va parler un jour d'un super projet à faire la semaine d'après, je vais être super excitée et la semaine d'après non c'est mort, non je veux pas faire ça quoi. Pourquoi j'ai de l'anxiété, pourquoi je réponds jamais aux messages, pourquoi j'ai l'impression que tout le monde me déteste. Je suis même pas sûre que toutes les personnes que je côtoie soient au courant que j'ai cette maladie et bon c'est pas très grave hein, dans tous les cas. Mais tous ceux à qui j'ai pu en parler n'ont absolument pas changé de comportement avec moi malgré le fait que j'ai débloqué un nouveau succès Xbox un petit peu nul à chier, donc c'est cool. Si, ça a changé un peu, mais positivement, genre ils sont un peu plus indulgents quand je réponds pas aux messages. Cela dit, c'est pas une bonne chose parce que ça me pousse à ne pas répondre rapidement non plus. Après, pour autant, j'ai pas changé, enfin, je suis toujours la même personne qu'avant mon diagnostic, genre je suis toujours cet ami un petit peu moyen qui répond pas aux messages mais qui n'hésitera pas à venir chez toi avec des cookies si tu ne te sens pas bien. Enfin, je suis pas sûre d'avoir changé fondamentalement, c'est juste maintenant on sait pourquoi je vais pas bien. Je suis toujours la même personne finalement. J'aimerais faire une parenthèse sur ce que j'ai dit par rapport au fait que tout le monde me déteste. Je sais pas si c'est un truc de la maladie ou si c'est par rapport au fait que j'ai aucune confiance en moi et que bah du coup ça se répercute comme ça chez moi. En gros je pars toujours du principe quand je côtoie des gens que tout le monde me déteste comme ça. Si jamais ils me détestent pas vraiment, et ben je suis pas déçue. Et s'ils me détestent, bah dans tous les cas je le savais, donc c'est pas grave. Par exemple, dans ma dernière vidéo, je vous ai parlé du fait que je me suis fait un nouvel ami récemment. C'est un nouvel ami que j'ai rencontré dans mon ancien travail. Il m'a demandé mon numéro, j'ai dit ouais, grave, t'as l'air cool. Il m'a dit que j'avais l'air d'être vraiment super intéressant. Et là j'ai commencé à paniquer. Je me suis dit mais dans quel bourbier je me suis mis? Il va tout de suite se rendre compte que je ne suis absolument pas quelqu'un d'intéressant. Je suis allée manger chez lui, on a fait une pizza qui, je pense, gagnerait le prix de la pire pizza de tous les temps. On a mangé la pizza dégueulasse, on a discuté jusqu'à 5h du mat, j'ai pète son chat qui est adorable, j'ai dormi sur son canapé. Le matin, il m'a mis Miraculous à la télé, il m'a ramené chez moi, il m'a dit c'était trop bien, il faut vite qu'on se revoie, t'es grave cool. Il m'a même proposé une coloc en attendant d'habiter avec mon copain. Donc moi, bah je sors de sa voiture, je lui dis ah ouais grave. Je rentre chez moi, je ferme la porte et je me dis putain il me déteste. Non, il te déteste pas. Quelqu'un qui te déteste ne te propose pas une coloc. Quelqu'un qui te déteste ne mange pas ta pizza dégueulasse, quand bien même elle est dégueulasse. Quelqu'un qui te déteste ne te dit pas on se revoit très vite. La fois d'après quand on s'est revus, je lui ai dit tout ça et il était mort de rire mais un peu triste tu vois, genre mais pourquoi tu penses ça? Je te déteste pas. Mais le pire, c'est que ce genre de truc de il me déteste, elle me déteste, ça m'arrive aussi avec des personnes que je côtoie depuis très très longtemps. Genre ma mère. Des fois, je suis dans le salon, ma mère elle est assise sur le canapé en face et je la regarde et je me dis putain, elle me déteste. C'est con. Genre mes amis que je connais depuis la primaire, des fois on est tous ensemble et je me dis putain mais
ils traînent avec moi par dépit parce que ça fait trop longtemps qu'on se connaît et maintenant ils osent plus me tège quoi. Enfin, alors que non, pas du tout. Parfois ça me fait ça avec mon copain aussi, je me dis mais pourquoi il reste avec moi? Il m'aime pas. Alors que mon copain, je pense que c'est la personne la plus amoureuse de cette terre. Mon copain, quand je viens chez lui, il met exprès des chaussettes avec des petits chiens dessus. Mon copain, il accroche les mots que je lui écris au-dessus de son bureau. Mon copain, il a un marque-page avec écrit je t'aime et il le met tout le temps dans ses livres. Mon copain, il m'applaudit quand je fais des trucs nuls, genre imiter le coucou. Bon, ça je le fais très bien, j'avoue. Ça fait 4 ans qu'on est ensemble, genre 4 ans. Pourquoi il resterait 4 ans avec moi s'il m'aime pas? Je déteste mon cerveau. Je pense que toutes ces pensées, c'est un moyen de me protéger pour le jour où les gens en auront marre de moi. J'ai peur de perdre les gens, je pense. C'est pour ça que je réagis comme ça. Je me souviens que mon copain, quand j'ai fait une énorme crise d'angoisse, slash larmes, slash panique, slash insérer tous les trucs négatifs de la Terre, juste avant de me faire hospitaliser, en fait, je lui ai dit que s'il avait pas été là, je me serais sûrement déjà tuée. Ce qui est une des pires choses à dire à quelqu'un. Enfin, bonjour la pression, quoi. Et surtout, c'est pas vrai. Même si sur le moment je l'ai pensé, ce n'est pas vrai. Je me suis excusée quelques jours plus tard, bien évidemment. C'est pas parce que maintenant j'ai un diagnostic et que maintenant on sait que je suis bipolaire que c'est une raison pour rester avec moi s'il a plus envie d'être avec moi. Enfin, c'est tout à fait normal. Bon, maintenant je vais parler du mauvais côté du diagnostic. Le côté qui te fait comprendre que tu es malade et que tu peux rien y faire en fait. Le diagnostic, c'est passer du mal-être inconscient au mal-être conscient. Avant qu'on me parle de la bipolarité aux urgences, je n'ai jamais envisagé que ça puisse être moi. Quand bien même aujourd'hui ça m'apparaît comme une évidence, enfin, c'est genre évident que c'est ça, mais avant pas du tout. Et pourtant j'ai connu quelques personnes bipolaires, je connais quelques personnes bipolaires dans mon entourage relativement proche, mais je me suis jamais dit que ça pouvait être moi. En fait, j'ai alterné entre phase haute et phase basse, mais vu que mes phases basses de dépression passaient sans l'aide de médicaments, je me disais que c'était pas très grave et que j'étais pas malade et que c'était juste moi qui exagérais, alors qu'en fait c'était clairement un signe évident de la bipolarité, mais vraiment ça m'est passé au-dessus de la tête. Une fois que tu sais que tu es malade, tout devient concret et chaque petit détail de ta vie change. Maintenant j'ai du mal à apprécier les bons moments que je passe avec mes amis, ma famille, parce que je sais très bien que ça va pas durer. J'ai du mal à accepter de faire des sorties avec mes amis parce que je sais que il faut que j'ai une hygiène de vie irréprochable si je ne veux pas être crevée H24. Dès que je fais un petit écart, j'en paye les conséquences, que ce soit au niveau physique et au niveau mental, au niveau de l'humeur. Je suis exécrable quand je suis fatiguée, je suis vraiment une horrible personne. Enfin, moi je me trouve horrible. L'été dernier, je suis partie une semaine en vacances en Bretagne avec mes amis. C'était trop bien, c'était une semaine genre ultra intense et le dernier soir j'ai fait que de chialer. J'ai fait que de chialer et j'ai mis sans mentir 2 à 3 semaines à m'en remettre physiquement et mentalement tellement bah c'était trop cool, mais justement il y a eu tellement de trop bien que le fait de revenir à la vie normale et qui plus est en rentrant de vacances j'étais sans domicile fixe, ça c'est une autre histoire, mais ça faisait beaucoup trop de redescendre d'un coup et j'ai vraiment eu beaucoup de mal à m'en remettre. En fait, ce qui est paradoxal, c'est que j'ai besoin d'énormément de soutien, j'ai besoin d'énormément de personnes autour de moi et d'un autre côté, je ne supporte pas de ne pas être seule, j'aime être seule, foutez-moi la paix et en même temps, restez avec moi. Je suis en perpétuel combat contre moi-même. Le fait de savoir que je vais pas guérir, c'est ça qui est le plus douloureux en fait. J'ai passé le choc de l'annonce, vous êtes bipolaire. J'ai passé le déni de ils se sont peut-être trompés, ça peut pas être moi. Maintenant, je suis juste vénère. Je suis super en colère, en fait. Je suis vénère contre des choses que je n'ai pas pu contrôler et qui m'ont potentiellement amené à être dans cet état-là. En fait, la bipolarité, c'est une maladie qui a des facteurs génétiques, certes, mais aussi environnementaux. On va dire ça comme ça. C'est-à-dire que tu peux vivre des choses dans ta vie qui vont te traumatiser et qui peuvent amener à déclencher la bipolarité, et encore plus si ton terrain génétique est favorable. Moi, le mien était relativement favorable étant donné qu'il y a des personnes dans ma famille qui sont sujettes à la dépression, à des addictions, à l'alcoolisme, enfin bref. Tout un panel de choses fort sympathiques. En discutant avec les médecins à l'hôpital, du coup, j'ai pu apprendre que ce diagnostic de bipolarité aurait pu être posé dès mes 18 ans, genre fin 2016, début 2017, et qu'on aurait éventuellement pu se poser quelques questions
vers mes 16 ans, quand j'ai commencé à aller très très mal. Donc voilà, ça fait beaucoup de temps de perdu. Mais je m'estime être quelqu'un de chanceux parce que le diagnostic de bipolarité, ça met entre 8 et 10 ans. Et moi, ça a mis peut-être 4-5 ans. Donc ça va, à peu près. Mais encore une fois, il n'y a pas un facteur qui déclenche la bipolarité. Et c'est pas vous allez vous faire harceler à l'école et ça va déclencher la bipolarité. Mais c'est des facteurs qui peuvent aider à installer la maladie. Et c'est plein de petites choses qui s'accumulent et qui font qu'au bout d'un moment, votre cerveau, il en peut plus, quoi. Du coup, j'ai repensé à toutes les mauvaises choses que j'avais pu vivre à partir de mes 15 ans, voire même dans l'enfance, hein, parce que l'enfance, c'était un peu bizarre. Et du coup, je suis ultra vénère parce qu'il y a plein de choses qui auraient pu être évitées, en fait. Je déteste ne pas avoir le contrôle sur ma vie. Peut-être que si j'avais parlé du fait que j'avais été harcelée en seconde beaucoup plus tôt, si j'avais pris les devants, j'aurais pu éviter d'avoir une maladie incurable aujourd'hui. Peut-être que si je n'avais pas été à certains endroits dans mon enfance, certaines personnes ne m'auraient pas dit des choses qui m'ont traumatisée à vie, et peut-être que je n'aurais pas aujourd'hui une maladie incurable. Peut-être que si j'avais fait attention à mes fréquentations à la fac, j'aurais pu ne pas avoir cette maladie incurable. Je ne sais pas, on n'en sait rien. En fait, c'est ça le problème, c'est qu'on n'en sait rien, et moi ça m'énerve de ne pas savoir. Parce que ouais, aujourd'hui je suis en colère, mais en colère contre du vide, parce que quand bien même j'aurais pas été harcelée au lycée, quand bien même j'aurais pas eu des relations un peu bancales, quand bien même on m'aurait pas dit des choses terribles à propos de ma personne et de ma famille, je veux dire, peut-être que j'aurais été bipolaire tout pareil, et ça n'aurait rien changé. On peut pas savoir, donc je suis vénère pour rien. Je pense que ça va finir par se tasser, mais en attendant, je suis vénère. C'est aussi ça le fardeau du diagnostic, c'est que on est amené à se remettre en question, à remettre toute sa vie en question, à fouiller dans des choses qu'on aimerait bien laisser derrière nous. Il faut apprendre à vivre avec sa maladie, et il faut surtout apprendre à faire le deuil de la personne qu'on était avant. Et par deuil de la personne qu'on était avant, j'entends pas qu'on était avant, juste avant le diagnostic, mais vraiment de l'époque où on était heureux en fait. Genre de se dire, je serai plus jamais la personne insouciante que j'étais avant. Faire le deuil de soi-même. La vidéo s'appelle Comment survivre après un diagnostic, et la vérité c'est que j'en sais rien du tout. Je n'ai pas encore trouvé la réponse, et est-ce que je vais la trouver? Je ne sais pas. J'ai du mal à trouver la réponse parce que tout est à la fois super concret et encore très très flou. Aujourd'hui, j'essaye d'en parler le plus possible, même si parfois j'ai honte. Mais j'ai pas honte d'être malade, j'ai pas honte d'être bipolaire, j'ai pas honte de devoir prendre un traitement à vie, j'ai pas honte de tout ça. Non, ce qui me fait honte, c'est l'impact et comment la maladie m'affecte, on va dire, autant physiquement que mentalement. J'ai honte de prendre des années à répondre à des messages alors que je pourrais tout simplement prendre mon téléphone et répondre, mais c'est pas si simple dans mon cerveau, ok? J'ai honte de passer parfois une semaine complète sans prendre de douche parce que je vais trop mal pour prendre un minimum soin de moi et que je pense que je ne vaux rien, donc autant me laisser crever dans ma saleté. Ouais, c'est sympa, ouais. J'ai honte aussi de me laisser couler parce que parfois je me dis juste que je suis une immense feignasse et que je suis peut-être pas bipolaire, finalement je suis juste une immense feignasse, ou alors que je me sers de ma maladie pour excuser le fait que je me laisse couler alors que c'est pas une raison, mais en fait si, enfin compliqué. Je repense à tous ces médecins qui me disaient ah c'est juste un coup de mou, vous avez essayé le yoga? Oui connard, j'ai essayé le yoga, c'est vraiment de la merde, je n'y arrive pas. En parallèle, j'en ai un petit peu marre d'entendre des personnes qui ne sont pas malades dire qu'il faut pas se laisser définir par sa maladie. Certes, avant d'être malade, je suis une personne. Sauf que ma maladie, elle est là tout le temps avec moi. Ma maladie, elle ne me quitte pas. Ma maladie, je peux pas la laisser de côté et aller jouer dehors et la reprendre quand j'ai fini de jouer. Non, ma maladie, elle me bouffe de l'intérieur. Ma maladie, elle m'empêche de faire des trucs. Ma maladie, elle me tabasse la gueule tous les matins. Enfin, non, désolé, oui, faut pas se définir par sa maladie, mais au bout d'un moment, je peux pas nier le fait que je suis malade, quoi. Je suis malade, c'est tout. J'ai une très faible estime de moi-même, comme vous aurez sûrement pu le remarquer. Et j'ai un besoin maladif de me sentir utile. Et c'est probablement pour ça qu'en ce moment je tâte un petit peu le fond de ma boîte à émotions et que je racle la dépression. Et je creuse et je creuse et je creuse, mais il n'y a pas de fond et ça m'énerve. Tout me semble fade dans la vie en ce moment et c'est chiant. Du coup je fais cette vidéo pour faire quelque chose de ma journée. J'ai pris une douche, j'ai mis des vêtements, genre des vrais vêtements. J'ai fait mon shampoing, je suis propre. Je suis propre. Je ne le sens pas parce que je n'ai toujours pas retrouvé l'odorat à cause du Covid, mais je sens probablement très bon.
Donc c'est déjà un grand pas. Je vais essayer de me remettre aux vidéos et quand bien même je replonge plus tard, ça m'aura au moins permis de sortir un petit peu la tête de l'eau et prendre un peu d'air avant de replonger. Ce qui est bien. Comme je le disais, j'ai pas répondu à la question de comment survivre après un diagnostic. J'ai essayé de parler un petit peu de mon ressenti de la chose, mais si j'ai un conseil à vous donner dans cette vidéo, c'est d'apprendre à vous connaître et à connaître votre maladie. Il faut apprendre à apprivoiser la bestiole qui est en vous. Ah puis attendez, petit aparté, mais quand j'étais à l'hôpital, j'ai fait un carnet de BD, en gros, où je racontais un petit peu mon parcours au niveau de la maladie. Et j'ai appelé tout le long ma dépression et ma bipolarité ignorée. En gros, je l'ai appelée la bestiole. Parce que je trouvais ça mignon, bestiole comme petit mot, enfin c'est rigolo, ça dédramatise un peu la chose. Mais quelques temps plus tard, j'ai écouté un podcast criminel sur Émile Louis, le pédophile. Émile Louis qui appelait lui aussi son mal-être, donc la pédophilie, la bestiole. Je me suis sentie archi sale parce que je trouvais ça mignon jusqu'à ce que ce soit des mots qui sortent de sa bouche, quoi. J'essaye aussi d'occulter que Émile Louis emploie aussi ce terme. Bref. Ce qui est important surtout, c'est de reconnaître les signaux d'alerte quand ça ne va pas. Ou quand ça va trop bien, justement. Parce qu'on a tendance à sous-estimer le pouvoir des phases maniaques et hypomaniaques, dans le sens où bah c'est trop bien, on se sent trop bien, on se sent invincible, on se sent puissant, ouais j'ai plein de projets dans la vie, blablabla. Mais être en phase maniaque ou hypomaniaque, ça détruit tout autant le cerveau que d'être en phase dépressive, et c'est dangereux parce que on a tendance à faire des choses un petit peu qui sortent du quotidien, quoi, genre petit saut en parachute, ah trop bien, on va faire des trucs dangereux, genre boire de l'alcool. Enfin bref, faut faire attention à ces signaux-là. Moi je les reconnais, hein. Quand j'ai plus de goût à la vie, je me laisse couler, je sais que je suis partie pour une bonne dépression, quoi. Ne vous en voulez pas d'aller mal, je le dis aussi pour moi, ne t'en veux pas d'aller mal, parce que c'est pas quelque chose qu'on choisit, hein. Si on choisissait d'aller bien ou d'aller mal, je pense pas qu'il y ait des gens qui choisiraient volontairement d'aller mal. Ou peut-être quelques personnes, mais ça c'est chacun ses délires. Moi c'est pas mon délire du tout. Créez-vous des petites routines journalières ou hebdomadaires. Moi j'en ferai une vidéo sur mes petits tips que j'utilise au quotidien pour essayer de garder une hygiène de vie à peu près potable. Faut pas non plus s'en vouloir de ne pas réussir à garder sa routine, hein. C'est pas grave, c'est juste, c'est encore une fois des petites aides qui peuvent vous soulager, mais c'est pas grave si vous les faites pas, hein. On n'est pas là pour juger ici. Du coup, bon, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai beaucoup parlé, ça fait genre 45 minutes que je parle et c'est un petit peu long. En plus j'ai très soif, ça c'est à cause du lithium je pense. Je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, peut-être celle sur les routines justement. Ou si ça va un petit peu mieux, peut-être une vidéo plus légère, je sais pas. Même si j'ai beaucoup haha pendant la vidéo, ça va pas très fort, hein, ça va vraiment pas fort. Et bah, comme je le disais au début de vidéo, je crois, je vais voir mon médecin d'ici quelques jours, donc pas de panique, tout est normal, tout est sous contrôle, j'ai pris conscience que ça n'allait pas, et voilà, on va faire ce qu'il faut pour que ça aille à peu près bien. Bon, d'ici la prochaine vidéo, je vous souhaite d'être heureux, ou au moins tout autant que vous pouvez l'être. Je vous souhaite bien de belles choses, et surtout n'oubliez pas que ce n'est pas le lundi que vous détestez, mais bel et bien le système capitaliste. Salut!